Dans chaque famille, il y a des différences d'opinion. Les relations entre différentes générations ne sont pas toujours fluides. Les parents et les enfants voient là souvent le monde différemment. L'histoire dont il sera question ici montre jusqu'où peuvent aller ces contradictions. Quand le maximalisme juvénile rencontre des habitudes nocives, les disputes familiales ordinaires peuvent conduire à des conséquences irréversibles. Chez IBM travaillait la talentueuse ingénieure Joanne Witt. Elle élevait seule sa fille adolescente qui traversait une phase difficile, tout en réussissant à construire une carrière prospère. Dès son plus jeune âge, Joanne se distinguait par son caractère fort. Malgré toutes les difficultés, elle aimait sa fille sans limite et essayait de lui créer les meilleures conditions possibles. Tyler Witt, qui avait atteint l'âge de 14 ans, traversait le pic de la protestation juvénile, qui conduirait plus tard à des conséquences irréversibles. Joanne a lutté pendant des années contre une maladie auto-immune, le lupus. La maladie l'empêchait de construire une vie personnelle, mais son désir d'être mère était si fort qu'elle a opté pour la fécondation artificielle. Ses proches n'approuvaient pas son choix et s'inquiétaient de la génétique du futur enfant. La grossesse fut difficile, mais se termina bien. Le 18 novembre 1994, Tyler est né. Les problèmes de comportement se sont manifestés dès son plus jeune âge. Elle était obstinée, avait souvent des sautes d'humeur et refusait d'aller à la maternelle. Joanne, en tant que mère célibataire, n'avait pas le choix, elle devait travailler. Un jour, alors que Tyler avait 5 ans, lors d'une nouvelle crise de colère avec des cris et des coups de pied, un incident désagréable s'est produit. Plus tard, l'éducatrice de la maternelle a remarqué des marques et l'a signalé aux autorités compétentes. Peu après, les services de protection de l'enfance ont visité leur maison. Joanne a honnêtement admis sa faute et s'est sincèrement repentie. Néanmoins, Tyler a été temporairement placé dans une famille d'accueil puis confié aux soins de ses grands-parents. La mère était désespérée par ce tournant des événements. L'enfant qu'elle avait tant attendu n'avait jamais été traité ainsi auparavant. C'était le seul cas de perte de contrôle. Poussée par l'amour maternel et le désir de se réunir avec sa fille, Joanne a suivi une formation parentale spéciale. Grâce à sa persévérance, Tyler est rentré à la maison après 6 mois. Progressivement, leur relation s'est améliorée. La fille a commencé à montrer de la compréhension et du respect, et la mère l'a entourée de soins et d'attention. Les gens autour d'elle ont remarqué le lien spécial entre la mère et la fille. Bien que Tyler ait encore parfois des accès émotionnels, Joanne continuait à travailler avec diligence pour offrir une vie digne à son enfant. Dans le quartier luxueux d'Eldorado Hills, une banlieue prestigieuse de Sacramento, en Californie, se trouvait une villa impressionnante avec 5 chambres et une piscine. C'est là que vivaient Joanne et sa fille Tyler. Elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. La famille voyageait souvent, particulièrement au Mexique et en Jamaïque. Cependant, l'idylle ne dura pas longtemps. Pendant la puberté, le caractère de Tyler changea drastiquement. Des conflits surgirent avec sa mère, qui aboutirent à des confrontations physiques. Il n'y avait aucun signe de comportement inapproprié de la part de Joanne. Les connaissances de la famille remarquèrent que Tyler parlait souvent négativement de sa mère. Elle répandait des rumeurs sur son penchant pour les boissons alcoolisées, bien que personne n'ait jamais vu Joanne dans un état inapproprié. La réalité était différente. Joanne souffrait de lupus, qui causait des rougeurs faciales et de fortes douleurs. Pour les soulager, elle prenait des médicaments et s'accordait parfois un verre de vin rouge le week-end pour se détendre. C'est précisément dans ces moments que la fille critiquait sa mère le plus durement. À partir de 12 ans, le comportement de Tyler devint de plus en plus problématique.
Elle commença à quitter la maison sans permission. Ses performances scolaires se détériorèrent nettement. Lors d'un conflit familial, la fille montra un comportement agressif envers sa mère, puis appela la police pour accuser Joanne de comportement inapproprié et de consommation excessive d'alcool. L'enquête ne révéla aucune blessure chez l'adolescente, tandis que chez Joanne, les traces de la confrontation étaient tôt visibles. La police ne trouva aucune confirmation des accusations de la fille. L'affaire fut classée. Fin 2008, Stephen Colver entra dans la vie de Tyler, un jeune homme qui était plus âgé qu'elle. Ils se sont rencontrés à Eldorado Hills et se sont rapidement rapprochés par leur intérêt commun pour la culture gothique. Stephen faisait une impression agréable sur son entourage. Il étudiait à l'université avec le rêve de devenir professeur de mathématiques. Les connaissances le décrivaient comme inhabituel, mais pas agressif. Leur amitié a commencé dans le café où Stephen travaillait. La relation amicale s'est rapidement transformée en relation romantique. Tyler commença immédiatement à partager avec lui ses plaintes concernant sa mère et répéta les accusations de comportement inapproprié et de dépendance à l'alcool. À cette époque, Stephen vivait chez son père, mais elle cherchait plus de proximité. Elle supplia sa mère avec insistance de préparer une chambre pour le jeune homme. Joanne trouva Stephen agréable comme interlocuteur après l'avoir rencontré. Cependant, la différence d'âge de 5 ans l'inquiétait, et elle ne voulait pas avoir un homme étranger dans la maison. Les parents étaient également contre cette idée, mais Tyler convainquit sa mère que Stephen avait une autre orientation et que leur relation était purement platonique. Joanne a cédé à la persuasion de sa fille et a accepté de louer la chambre. Le jeune homme payait $500 par mois, ce qui aidait le budget familial. L'emploi du temps de Stephen était clairement structuré. Il consacrait la première partie de la journée aux études et au travail, puis s'occupait du ménage, aidait aux tâches domestiques et donnait des cours particuliers de mathématiques à Tyler. Il passait les soirées en famille à dîner, discutant de la journée passée et planifiant l'avenir. La mère remarquait des changements positifs dans le comportement de sa fille et appréciait l'aide du locataire. Au printemps 2009, Stephen a définitivement emménagé dans leur maison. À ce moment-là, une relation romantique s'était déjà développée entre lui et Tyler, dont Joanne ne se doutait pas. Les jeunes jouaient habilement le rôle de frère et sœur en présence de la mère. Bien que Joanne ait parfois des soupçons, sa fille les dissipait habilement et assurait qu'ils n'étaient qu'amis. Les conflits entre mère et fille survenaient régulièrement, mais sans conséquences graves. Les performances scolaires de Tyler restaient donc faibles. Elle continuait à ignorer l'heure fixée pour rentrer et manquait souvent les cours. Pendant ce temps, Stephen se comportait de manière exemplaire. Lorsqu'il remarqua le retard scolaire de Tyler, il essaya de la convaincre de l'importance d'assister aux cours et l'aidait avec ses devoirs. Malgré ses efforts pour améliorer les connaissances en mathématiques de Tyler, la relation avec le garçon plus âgé affectait visiblement son état psychologique. Toutes ses pensées ne tournaient qu'autour de lui. L'école ne l'intéressait pas du tout. Les psychologues ont plus tard lié cela à l'absence d'une figure paternelle dans sa vie. Sans figure d'autorité significative, elle agissait impulsivement. Le 13 mai 2009, Joanne, âgée de 47 ans, est rentrée chez elle et a trouvé les jeunes dans une situation intime. Elle était déconcertée en réalisant l'ampleur de la tromperie. Stephen, craignant des conséquences juridiques en raison de la différence d'âge, l'a supplié de ne pas informer les autorités. La mère, qui appréciait le jeune homme, a décidé d'agir diplomatiquement. Avec un remarquable sang-froid, elle a suggéré à Stephen une conversation dans le parc, sans la présence de sa fille. Pendant la conversation, le jeune homme a avoué la longue relation avec Tyler, qui avait commencé même avant son emménagement. Joanne était bouleversée.
mais comprit que sa fille avait été l'initiatrice de la situation, organisant à la fois la location de la chambre et l'emménagement du petit ami. C'est pourquoi elle a décidé de ne pas aller à la police. Elle lui a simplement demandé de déménager et de couper le contact avec Tyler. Steven a volontiers accepté et a demandé du temps pour trouver un nouveau logement et faire ses bagages. Sa situation était compliquée par le fait que son père avait vendu la maison à ce moment-là et avait déménagé dans un autre État. L'atmosphère dans la maison est devenue tendue lorsque Tyler a appris le départ imminent de Steven. La relation entre Tyler et sa mère devenait de plus en plus tendue. La fille entrait constamment en conflit avec Joanne et réagissait agressivement, même aux petites remarques. Inquiète de la situation, Joanne décida d'agir avec détermination. Le 15 mai, elle demanda à 2 collègues de mettre les affaires de Steven devant la porte. Les hommes robustes n'ont pas seulement sorti ses affaires, mais ont également eu une conversation sérieuse avec le jeune homme. Ils lui ont fermement conseillé de se tenir à l'écart de Tyler, suggérant de possibles conséquences. Steven a apparemment accepté et a déménagé chez des amis, mais les amoureux ont continué à se rencontrer secrètement et à discuter de plans pour s'enfuir ensemble. Joanne, pressentant le danger, remarqua les changements dans le comportement de sa fille. L'état émotionnel de l'étudiante devenait de plus en plus préoccupant. Elle semblait perdre contact avec la réalité à cause de son obsession pour la relation. La fille montrait de plus en plus d'hostilité envers sa mère, ce qui inquiétait beaucoup Joanne. Troublée par les événements, la femme s'est tournée vers la police et a signalé la relation de sa fille avec l'homme adulte. Les officiers ont parlé avec Tyler, mais elle a tout nié et a affirmé que sa mère avait mal interprété la situation avec le déménagement dans la chambre d'un ami. Joanne a alors remis aux enquêteurs le journal intime de sa fille, où elle décrivait sa relation, ainsi qu'une serviette du lit de Tyler pour analyse ADN. Quand elle l'a appris, la fille a provoqué une violente dispute avec sa mère. Ce conflit fut le plus bruyant dans l'histoire de la famille Witt. Même les voisins s'en sont aperçus. Pendant la dispute, Joanne a appelé 2 fois les urgences pour signaler le comportement agressif de sa fille, mais a raccroché. Les agents de patrouille arrivés ont emmené Tyler au poste, mais l'ont libéré après quelques heures. Pendant ce temps, Joanne essayait de trouver une aide psychologique pour sa fille. Il était évident que la femme cherchait toutes les possibilités pour améliorer la situation. Elle soupçonnait que les changements de comportement de l'adolescente pourraient être liés à la consommation de substances interdites. Joanne envisageait même de placer Tyler dans un établissement spécialisé pour jeunes. Après avoir reçu des refus partout, la femme décida de gérer la situation elle-même. La situation semblait se stabiliser. La fille s'est calmée sous la surveillance maternelle. Les jours suivants, Tyler appelait fréquemment Steven, qui évitait le contact en raison de l'attention policière. Elle se plaignait de maux de tête et de malaise, essayant d'éveiller sa compassion. Progressivement, le jeune homme s'est adouci. Pendant l'école d'été, il la rencontrait occasionnellement dans sa voiture. Quand il a remarqué que le contrôle maternel diminuait, Steven a repris ses visites à Tyler lorsque Joanne était au travail. Il escaladait la clôture et évitait d'être capté par les caméras de surveillance à l'entrée. La relation entre les amoureux n'a changé que sur un point. Ils devaient désormais se rencontrer en secret quand la mère n'était pas à la maison. Cela irritait énormément Tyler, qui n'avait jamais vécu une telle situation auparavant. Elle était convaincue que sa mère avait détruit son bonheur en lui interdisant de voir Steven. Tyler a trouvé des moyens de lui rendre visite en utilisant des rencontres avec une amie comme prétexte. Quand la mère a soupçonné que la relation continuait, elle s'est à nouveau tournée vers les autorités. Lors de l'interrogatoire, l'étudiante a nié sa relation avec son petit ami plus âgé. Steven n'a pas non plus admis sa relation avec elle. Sans preuve concluante, on a dû les laisser partir. Le 11 juin 2009,
Joan est rentré du travail et a proposé à sa fille d'aller faire des courses. La femme, épuisée par les conflits constants, cherchait la réconciliation. Elle s'est excusée d'avoir lu le journal intime et a montré de la compréhension pour les sentiments de sa fille. Dans une tentative de réparer sa faute, la mère a acheté les sucreries préférées de sa fille, des bonbons et de la glace. Tyler semblait se réjouir de la réconciliation. De retour à la maison, la mère est allée dans sa chambre pendant que l'adolescente jouait aux jeux vidéo jusqu'à 10 heures du soir. Ensuite, quelque chose d'irrévocable s'est produit dans la maison. Le mode de vie retiré de Joan a fait que son absence n'a d'abord suscité aucune inquiétude. Même quand elle n'est pas venue jeter au travail le 12 juin, personne ne s'est particulièrement inquiété. Les employés ont supposé qu'elle avait à nouveau des difficultés dans sa relation avec sa fille. Le superviseur a essayé de joindre Joan, mais sans succès. Les collègues se sont souvenus de ses projets d'aller à la campagne avec sa fille. Ils ont expliqué ainsi l'absence de communication et ont décidé d'attendre jusqu'à lundi. Ce n'est que lorsqu'elle n'est pas venue au travail le 15 juin qu'un des hommes, qui l'avait aidé auparavant à expulser un locataire indésirable, s'est inquiété et a commencé à l'appeler. N'obtenant pas de réponse, il s'est adressé à la police le soir en demandant qu'on aille voir comment elle allait. La patrouille arrivée le soir n'a pas pu entrer dans la maison. Personne ne répondait. Ils n'ont pas trouvé de raison pour une entrée forcée. De l'extérieur, tout semblait calme, sans signe d'effraction. Les policiers ont décidé de contacter la famille. Le père de Joan est venu rapidement et a ouvert la porte avec une clé de rechange. Dans la maison, ils ont découvert une scène triste. Joan gisait inconsciente dans sa chambre. Les experts ont établi que l'incident s'était produit quelques jours auparavant. La climatisation fonctionnait dans la maison. Le coupable l'avait laissée allumée de manière prévisionnelle, ce qui a aidé à préserver les preuves. Le père a confirmé l'identité. C'était Joan. Les techniciens criminels ont minutieusement examiné la scène de crime pendant que les enquêteurs interrogeaient les voisins et les proches. Les gens de son entourage décrivaient Joan comme une femme aimable qui n'avait pas d'ennemis. Cependant, il s'est avéré que la relation avec sa fille était tendue et qu'il y avait des conflits. Peu avant l'incident, Joan avait déposé une plainte à la police contre le petit ami de sa fille. Ces circonstances ont dirigé l'attention des enquêteurs vers la fille Tyler et son petit ami Steven. Un avis de recherche a été émis pour le couple. Les collègues se souvenaient que Joan était partie tôt lors de sa dernière journée de travail parce qu'elle voulait parler avec sa fille et améliorer leur relation. Elle restait optimiste et croyait qu'elle pourrait trouver un langage commun avec l'adolescente difficile. À ce moment-là, les jeunes s'étaient déjà cachés et mettaient leur plan à exécution. Le 17 juin 2009, ils flânaient nonchalamment devant un centre commercial à San Francisco où une patrouille les a repérés et arrêtés. Steven et Tyler ont été emmenés à Sacramento pour des interrogatoires séparés. Au début, ils ont nié toute implication dans l'incident. Ils ont feint l'ignorance et la surprise en apprenant ce qui s'était passé. Tyler a même essayé de simuler des larmes, mais pleurait à sec. Après confirmation des soupçons, ils ont été inculpés. Malgré le jeune âge de Tyler, seulement 14 ans, il a été décidé de la juger comme une adulte. Selon la loi de l'État, si sa culpabilité était prouvée, elle risquait la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, ils ont raconté différentes versions des événements. Selon le témoignage de Tyler, elle et sa mère s'étaient réconciliées ce soir-là et étaient allées dans leur chambre. Elle a joué aux jeux vidéo jusqu'à 22 heures. Avant d'aller se coucher, elle est allée voir sa mère et l'a trouvée endormie devant la télévision allumée. Un verre sur la table de nuit a provoqué la colère de la fille
La mère avait rompu sa promesse de ne pas boire. Tyler, en colère, a appelé son petit ami et a décidé d'agir. Elle a prévu de mélanger des somnifères dans la boisson. N'ayant pas trouvé de médicaments à la maison, elle s'est tournée vers Steven, qui venait de terminer son service. Après 15 minutes, il a apporté la préparation. Pendant que Tyler attendait, elle a broyé d'autres comprimés et les a ajoutés à la boisson, bien que ce ne soit plus nécessaire. Steven attendait dans la voiture près de la clôture. Quand il a parlé au téléphone avec Tyler, il a appris que la mère s'était réveillée. La jeune femme lui a demandé d'attendre 20 minutes, mais 40 sont passées. Tyler ne répondait ni aux appels, ni aux messages. Quand elle a rappelé, Steven a remarqué son état étrange. Elle haletait, pouvait à peine parler. Il a essayé de la calmer au téléphone sans comprendre la situation. Tyler lui a demandé d'entrer dans la maison. L'histoire de deux adolescents amoureux devenait de plus en plus confuse. La fille raconta qu'elle avait demandé au garçon d'entrer par l'entrée principale, ce qui était inhabituel. Normalement, il escaladait la clôture où ils se rencontraient habituellement. Steven se souvenait avoir joué avec les chiens dans la cour jusqu'à ce que Tyler l'invite à entrer dans la maison. Mais là s'arrêtaient tôt les similitudes dans leur récit. Selon la version de Tyler, son petit ami est immédiatement entré dans la maison de son propre chef. Elle affirma que Steven avait pris un objet de la cuisine et était allé voir sa mère. Selon le plan, ils devaient agir ensemble. Mais Tyler a perdu confiance et s'est caché dans la salle de bain. Elle se boucha les oreilles, se balança d'avant en arrière et fredonna une mélodie pour ne pas entendre ce qui se passait dans la maison. Steven raconta une histoire différente. Apparemment, Tyler ouvrit la porte en vêtements souillés quand il arriva. Selon ses dires, elle avait déjà résolu le conflit avec sa mère par elle-même à ce moment-là. Le garçon aida à brûler les vêtements souillés dans la cheminée. Ensuite, Tyler se rafraîchit sous la douche, se changea et ils allèrent au parking le plus proche. Là, le couple essaya de se reposer avant le voyage prévu. La version de la fille différait légèrement. Elle dit qu'ils s'étaient tous les deux changés, avaient éliminé les preuves dans la cheminée et s'étaient douchés. Le lendemain, les adolescents discutèrent d'un voyage à San Francisco. Cet endroit leur semblait idéal, mais ils avaient besoin de temps pour se préparer. C'est pourquoi ils décidèrent d'éliminer le seul obstacle, la mère de Tyler. Le plan consistait à lui donner d'abord des somnifères, puis à exécuter ce qui était prévu. Pendant leur fuite, Tyler commença par teindre ses cheveux en noir. Puis ils rencontrèrent leur ami commun Matt. Au début, ils ne parlèrent que de plans de voyage, sans entrer dans les détails. Plus tard, les amoureux décidèrent de se confier à leur meilleur ami. Cette confession devint l'une des preuves les plus importantes contre eux. Steven informa Matt qu'il avait commis les actes contre Joanne. Mais les deux suspects s'accusaient mutuellement. L'affaire s'avéra extrêmement déroutante pour l'enquête. Les experts trouvèrent des traces d'ADN sous les ongles de Joanne, probablement laissées lors de la légitime défense. L'analyse ne produisit pas de résultats concluants. Le matériel n'était pas suffisant pour une identification précise. La technologie de l'époque permettait seulement de déterminer qu'il s'agissait d'ADN masculin. L'accusation considéra cela comme une preuve de l'implication de Steven dans l'incident. Cependant, la défense fit appel à un autre expert qui contesta cette conclusion. L'ADN masculin aurait pu provenir d'un contact normal de Joanne avec un homme bien avant l'incident. La défense a activement utilisé tous les aspects ambigus de cette affaire. Une attention particulière a été accordée à la question de l'interdiction de présenter le journal intime de Tyler. La situation s'est développée défavorablement, c'est pourquoi en septembre 2010, Tyler a accepté la proposition de l'accusation sur les conseils de son avocat. Après un an de détention, elle a réexaminé sa position.
Selon l'accord, Tyler devait témoigner contre Steven et confirmer sa participation à l'incident de premier degré. En échange, elle a reçu une accusation de deuxième degré. Pour cela, elle risquait jusqu'à 25 ans de prison. L'accord a été signé le 17 septembre 2010. Les audiences dans l'affaire Steven ont commencé le 17 mai 2011. Les avocats de Steven ont affirmé que leur client n'avait jamais montré d'agression envers la mère de sa bien-aimée. Au début, il existait une relation cordiale entre eux. La femme le traitait comme un fils et le voyait comme un ami de sa fille. La situation a changé après qu'elle ait appris la relation romantique des jeunes. La défense a insisté sur le fait que la principale initiatrice était la jeune femme, qui avait invité le jeune homme à vivre chez elle. Elle a convaincu sa mère, s'est comportée de manière provocante et n'a pas caché sa proximité avec son ami, ce qui a conduit à des désaccords. Steven, selon leurs mots, évitait toujours les conflits. Les avocats ont présenté Steven comme un étudiant prometteur et futur professeur de mathématiques. Il travaillait dur et étudiait à l'université jusqu'à ce qu'il rencontre la persistante Tyler qui, selon sa version, l'a impliqué dans une histoire désagréable. Lors de l'audience, Steven a expliqué que Tyler s'était présenté comme plus âgé lors de leur première rencontre. La jeune femme paraissait effectivement plus âgée, et au début, il la croyait du même âge que lui. Quand il a appris qu'elle avait 14 ans, Steven était déjà émotionnellement attaché et ne pouvait pas mettre fin à la relation. Il a affirmé que Tyler trompait constamment tout le monde autour d'elle, y compris lui et sa mère. Le plus important, l'accusé a nié sa participation à l'incident. Selon ses mots, en entrant dans la maison, il a vu Tyler dans des vêtements souillés et Joanne était déjà inconsciente. La jeune femme a avoué l'acte et a demandé de l'aide pour faire ses bagages avant le départ. Elle lui a remis un ustensile de cuisine à nettoyer. C'est pourquoi ses empreintes digitales y sont restées. L'accusé a insisté sur le fait qu'il ne s'était pas approché de la femme. La seule chose dont il a reconnu sa culpabilité était de ne pas avoir arrêté sa petite amie pendant la planification, de l'avoir aidée à s'enfuir et de ne pas avoir informé les autorités. Le défenseur a souligné que Tyler, en tant que manipulatrice habile et inventrice gâtée, avait pu l'impliquer dans son plan. Cela a été confirmé par son comportement envers sa mère et son entourage, et le jeune homme, poussé par le désir de protéger sa bien-aimée, a assumé la responsabilité devant ses amis sans reconnaître la gravité de la situation. En analysant les dossiers de l'affaire, la défense a accordé une attention particulière aux journaux intimes de Tyler. Dans ceux-ci, la jeune femme exprimait à plusieurs reprises son attitude extrêmement négative envers Joanne. Ses écrits indiquaient un caractère prémédité des actions. Le père de Joanne a raconté que sa fille prenait extraordinairement soin de Tyler et s'efforçait de lui offrir une meilleure vie. Mais au lieu de gratitude, Tyler montrait chaque année plus d'insolence et de désobéissance. De nombreuses connaissances ont confirmé les paroles du père de Joanne et ont également témoigné du caractère difficile de Tyler. Un ami de la famille a été une fois témoin de son comportement physiquement agressif et violent envers sa mère. Joanne n'a pas réagi. Toutes ces situations blessaient profondément la femme. Elle se retirait souvent pour pleurer, parfois se calmait avec des boissons alcoolisées. Cependant, les proches les soulignaient que Joanne ne buvait pas excessivement et restait toujours modérée. Après avoir accepté de coopérer avec les enquêteurs, Tyler a témoigné contre son petit ami. Selon ses dires, elle et Steven sont entrés dans la chambre de la mère avec des ustensiles de cuisine dans les mains. Cependant, Tyler aurait eu peur au dernier moment et aurait disparu pour ne pas entendre ce qui se passait. Ainsi, la jeune femme a transféré la responsabilité principale à son petit ami. Les avocats de Steven ont interprété les déclarations de Tyler comme une tentative d'obtenir l'indulgence plutôt que d'établir la vérité.
Selon l'accord avec les enquêteurs, elle devait indiquer l'emplacement de l'objet du crime. Matt a été le dernier à le voir lorsque le couple a partagé avec lui les détails de l'incident. C'était avant leur départ pour San Francisco. Tyler a affirmé qu'ils avaient quant à jeter l'objet dans le système d'évacuation des eaux pluviales. Cependant, la recherche est restée infructueuse. L'objet du crime aurait pu être emporté par le courant d'eau ou les déclarations étaient fausses. Les enquêteurs ont porté leur attention sur les particules d'ADN masculin trouvées sous les ongles de Joanne en l'absence d'ADN féminin. En principe, ces traces biologiques ne pouvaient pas servir de preuve définitive. Le procureur a insisté sur la culpabilité de Steven. Pour soutenir cette version, des faits concernant l'isolement social du jeune homme, ses problèmes de communication, l'absence d'amis et son comportement généralement étrange ont été présentés. Un journal intime de Steven a été trouvé dans lequel il écrivait sur son amour illimité pour Tyler et sa volonté d'être prêt à toutes les actions pour elle. Selon l'accusation, ces écrits pourraient indiquer ses intentions. Le 14 juin 2011, les jurés se sont retirés dans la salle de délibération. La discussion a duré plusieurs heures. Après la session, le verdict a été annoncé à Steven, coupable au premier degré. En quittant le palais de justice, sa mère n'a pas pu retenir ses larmes. À côté d'elle se tenait le père de Joanne, qui tenait Tyler pour responsable de tout. L'homme âgé était particulièrement bouleversé par la façon dont sa petite-fille Joanne était décrite. Elle aurait abusé de l'alcool et montré de l'agressivité envers son propre enfant. Il a catégoriquement contredit cette caractérisation. Selon ses mots, la femme avait consacré toute sa vie au bien-être de sa fille, mais s'était retrouvée confrontée à des conséquences irréparables. Le 12 août de la même année, le prononcé du jugement a eu lieu. Steven a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Tyler, elle a conclu un accord avec les enquêteurs et a plaidé coupable au second degré. La jeune femme a renoncé à la fois à un procès avec jury et au droit d'appel. Malgré l'expression d'un profond remords, elle est restée extérieurement impassible pendant le procès. Cependant, les experts ont expliqué cela par la prise prolongée de tranquillisants nécessaires pour stabiliser son état mental. Le tribunal a imposé à Tyler Witt une peine de 15 ans d'emprisonnement. En août 2022, elle a reçu la possibilité de demander une libération conditionnelle. La commission a approuvé sa demande et aujourd'hui, elle est en liberté. Il n'y a pas d'informations sur la suite de sa vie.